Alors, notre prochain invité n'a rien à voir. C'est un sportif. Il est tombé très jeune dans la marmite du sport alpin. Il est champion de France junior de saut à ski, champion de monde freeride. Et récemment, depuis quelques années, il navigue sur les flots et a été quatrième à la dernière Transat Jacques Vabre. Donc, il ose prendre des risques, il ose changer, il se réinvente en permanence. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Aurélien Ducrot. Bonsoir. Bonjour Aurélien. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, est-ce que le fait d'être sportif, ça aide à changer de sport et à changer de carrière comme vous le faites? Alors, à changer de sport, oui, ça aide, ça c'est sûr. Après, à changer de direction, je pense pas forcément. Je pense que c'est plutôt à partir du moment où on est rêveur, qu'on a envie de choses et que les choses nous passionnent, je pense que tout le monde peut changer de discipline ou de métier ou d'environnement assez facilement. Merci, je vous laisse nous faire part de votre expérience. Ça marche, merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer d'être aussi à l'aise ici ce soir que sur mon bateau ou sur mes skis. Ça va pas être facile. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vous propose de vous emmener dans mes univers avec un petit film court d'1 minute entre mer et montagne. Merci beaucoup. Alors, pour vous parler un peu de cette double carrière mer-montagne, je vais revenir un petit peu dans le passé, vous raconter un petit peu ma vie, parce qu'il y a eu pas mal de choses, et c'est un peu grâce à ça qu'il y a toujours pas mal de choses et que les choses évoluent en permanence. Je suis natif de Chamonix, donc un peu comme vous ici, tous de la même région, nés au milieu de ces montagnes incroyables. J'ai eu la chance de grandir ici, de grandir en tant que skieur au départ, comme pas mal, en tout cas d'entre nous, pas mal des jeunes de chez moi, un père guide de haute montagne, une maman monitrice de ski. Donc le ski, je suis né avec, on va dire. Donc voilà, j'ai fait mes classes en ski alpin pendant des années, et jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près. Parce qu'à 14 ans, je mesurais à peu près 1m22, je pense, et 27 kilos, tout mouillé maximum. Et là, il fallait commencer à faire de la descente, à faire du super G, et là, ça commençait à être très très dur. Monsieur Cerclet disait qu'il n'y avait pas besoin de poids, mais quand même un tout petit peu, à un moment, ça aide un petit peu. Bref. Donc, de là, je faisais du saut à ski en parallèle, et là, j'avais le gabarit parfait. Un petit oiseau, le petit moineau qui s'envole et qui vole, et ça marchait super bien. Donc, je suis parti dans le saut à ski, je me suis laissé guider. J'ai passé 5 années fabuleuses dans l'équipe de France, à apprendre énormément de choses, à apprendre une rigueur aussi. Très jeune dans un milieu comme ça, à voyager, à commencer à voyager un peu à travers le monde. Et puis après, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que mon poids est devenu mon ennemi. Il faut savoir que pour faire du saut à ski, il faut être le plus léger possible. Et puis après, j'ai grandi. Tard, mais j'ai grandi. Et d'un coup, c'était plus 60 ou 70 kilos comme aujourd'hui qu'il fallait que je fasse, mais 58. Et donc, c'était régime sur régime qui imposait ce sport. Et d'un coup, régime sur régime, ça m'est monté à la tête et ça m'a fait péter les plombs complètement. En 2002, qualifié pour les Jeux Olympiques, je me blesse au genou 1 mois avant de partir, donc je ne peux pas partir aux Jeux. Donc entre le régime, je ne sais pas comment dire, le fait de ne pas pouvoir partir, je pète les plombs, je me retrouve au fond du gouffre et là je commence à me reposer toutes les questions. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Et au final, c'est un petit peu
un retour sur ce que j'étais vraiment, c'est-à-dire un skieur, un fils de guide, inspiré par les montagnes, et j'ai voulu revenir là-dedans. Et donc j'ai décidé de tout arrêter en 2002 et de me lancer dans le ski freeride, qui était un sport qui débutait au début, qui était assez jeune. Et j'ai vraiment commencé là-dedans. J'ai toujours fait de la compétition toute ma vie, comme vous avez pu le voir. Et donc, je suis vraiment parti là-dedans. Je voulais être champion du monde de ski alpin, je n'ai pas réussi. Je voulais être champion du monde de saut à ski, je n'ai pas réussi. Et là, je me suis dit, bon, là, il faut que je me démerde, il faut que j'arrive à être champion du monde de freeride. Et donc, j'ai bossé énormément. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde, de découvrir des endroits exceptionnels, le Groenland, les Spitzberg, l'Alaska. C'était vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, j'ai réussi à atteindre mon objectif qui était de devenir champion du monde. Et en 2009, premier titre de champion du monde. C'était un grand moment de ma carrière pour moi. De là, j'ai pas décidé d'arrêter, loin de là, parce que la passion était beaucoup plus grande. J'avais toujours envie de continuer. Donc j'ai continué la compétition, j'ai continué en freeride. Et en fait, bon, j'essaye de... Il me reste 6 minutes en fait, alors je vais ralentir un peu. Non, bref. Le freeride, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde et ça m'a permis de rencontrer des marins. En fait, en 2008, donc là je reviens un petit peu en arrière, un jeune marin qui s'appelait Adrien Hardy, son attaché de presse me contacte pour me demander d'être parrain de son bateau. Et je dis, bah écoutez, avec grand plaisir, mais alors par contre, moi, j'y connais rien du tout. Elle me dit, ça tombe bien, vous êtes parrain, vous n'allez pas aller sur le bateau, donc vous n'avez rien à connaître. Et donc, je me suis retrouvé à être parrain de ce jeune marin qui, à l'époque, préparait une traversée de l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6,50 m, c'est-à-dire à peu près la moitié de la Seine, quoi, en gros, en solitaire, sans communication, sans assistance, entre La Rochelle et Salvador de Bahia au Brésil. Très, très franchement, quand j'ai rencontré ce mec-là, je me dis que lui, il est complètement illuminé et on ne va jamais le revoir une fois qu'il sera parti. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai suivi sa préparation et il était passionnant, tellement dans son truc, tellement passionné, qu'il en devenait vraiment passionnant également. Et il a commencé à me transmettre sa passion. Et arrivé le départ de cette course, et il n'était pas tout seul, ils étaient 80 au départ. Alors je me suis dit, c'est toute la Bretagne qui est illuminée, ou il se passe un truc qui est hyper intéressant au large. Et de ce jour-là, m'est venue l'idée de creuser un petit peu ça, et de dire, mais qu'est-ce qui se passe au large pour que les mecs veulent se mettre dans la misère pareil pendant un mois? Qu'est-ce qu'il y a à aller voir? Qu'est-ce qu'il y a à vivre d'aussi fort pour se priver de tout comme ça pendant un mois? Et de là a commencé la réflexion. Et donc, j'en viens à mon titre de champion du monde en 2009. Je mets toutes mes économies, mes primes de côté et je m'achète mon premier bateau. Mon premier bateau qui était un petit bateau de 6,50 m aussi, en me disant, moi aussi, je vais aller tenter ce truc complètement bizarre. Et donc, je me suis retrouvé à mettre ce bateau à l'eau en 2010. Pas question pour moi d'arrêter la montagne parce que ça me tient trop à cœur, très clairement. Donc je me suis dit, je vais tenter de gérer les deux pendant toutes ces... Enfin, je vais tenter de gérer les deux, de préparer une transat en solitaire tout en restant au plus haut niveau en freeride. Pas simple, mais bon. Et alors là, je ne vous raconte pas, la première année en bateau, il faut tout apprendre. Bâbord, tribord, déjà, il y a un langage de fou. Mais bref. Je passe un peu vite là-dessus, mais 2011, je me retrouve au départ de ma première transatlantique en solitaire. La plus longue course que j'avais fait avant, elle était de 2 jours. Donc très clairement, je partais à l'aventure. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. J'étais hyper excité, en même temps complètement paniqué. Mais c'était vraiment un moment dont je me rappellerai toute ma vie. Et c'est là en fait où j'ai découvert à quel point la mer et la montagne étaient liées. Je suis parti là-dedans avec 1 an de bateau derrière moi en me disant... Voilà, on verra jusqu'où je vais, on verra comment ça se passe. Et en fait, plus les jours passaient, plus je prenais du plaisir, plus le bateau allait vite. Et c'est là où je me suis rendu compte que la manière d'appréhender la mer, la manière de gérer l'océan, est exactement la même que gérer la montagne. Je me suis appuyé vraiment sur mes valeurs de montagnard, sur tout ce que j'avais appris en montagne, comment repérer une ligne en montagne, c'est exactement la même chose en mer. Et de là est née cette double carrière, mer et montagne, qui aujourd'hui me fait plus que vibrer, mais c'était aussi pour vous dire à quel point ces deux métiers sont hyper liés. Ces deux milieux qui sont séparés par 1000 km quasiment, mais qui sont très 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 proches. Voilà un peu. Alors on revenait un peu à la prise de risque tout à l'heure. C'est très clairement deux milieux, deux métiers
qui sont à risque. Pourquoi ils sont à risque? Parce qu'on évolue dans des milieux naturels, des milieux qu'on ne va pas contrôler à 100%, et donc avec vraiment des règles à respecter. Quand on parle de prise de risque, on est souvent considéré comme un peu des fous qui prendront des risques un peu inconsidérés, et en fait c'est tout l'inverse de ça. Que ce soit freerider ou marin, je pense que ce sont les gens les plus safe que j'ai jamais rencontrés de ma vie, qui analysent qui analysent vraiment tout ce qu'ils peuvent, du moindre caillou à la moindre effet de neige, au moindre virage, à la moindre vague, à la moindre dépression qui arrive. Tous ces gens-là, ils essaient d'étudier tout parce que leur premier métier, bien sûr, il va y avoir la prise de risque, mais leur premier métier avant tout, c'est de minimiser l'ensemble de ces risques pour arriver à leurs objectifs. Et donc voilà, c'est comme ça que ces deux métiers sont arrivés aujourd'hui. Je continue à mener cette double carrière aujourd'hui avec des projets dans chacun des univers. Sur l'hiver, vous me retrouverez. C'est fini? Ah non, il reste 2 minutes 07. Non, mais moi j'avais des J'ai petites questions à vous presque fini. poser et Ah comme ouais, vas-y, j'étais vas-y. passionnée par ce que vous disiez, je me Ouais, suis rapprochée au fur et à mesure. Ouais. Non, et bref, donc vous pouvez toujours me suivre l'hiver au travers d'une web-série qui s'appelle Shamline, qui sort tous les 15 jours en plein hiver. Je serai de nouveau au départ de la finale du championnat du monde à Verbier cette année. Et en mer, alors les projets sont grands, je fais le Tour de France à la voile l'année prochaine, mais je travaille sur un projet pour être au départ de la prochaine route du Rhum, donc en 2018. C'est des projets qui se montent bien à l'avance, mais parce qu'il y a pas mal de risques, et tout ça, il faut les minimiser en amont. Et après, un autre projet encore plus gros, c'est le Tour du Monde, c'est le Vendée Globe, le Tour du Monde en solitaire sans assistance, où j'espère prendre le départ en 2020. Voilà. Merci beaucoup. J'avais une petite question parce que je vous écoutais, je me suis dit, c'est fou. Alors, finalement, le ski n'a pas de secret pour lui, la voile non plus, il est freerider, il est navigateur. Alors, dans 10 ans, on vous retrouve dans quel sport? Parce qu'il y a la mer, la montagne, parachutiste pour tester les airs. Non. Je pense que j'ai encore énormément de choses à apprendre en mer. Et donc, je pense que dans 10 ans, je serai encore en mer, mais je serai toujours en montagne parce que je ne pourrai pas partir d'ici. Enfin, voilà, c'est dans mon sang, la montagne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.